Tu n'aurais pas dû venir, a dit ma mère, en coupant des légumes sans même me regarder. Mon père a ri. Ce n'est pas comme si tu avais manqué à qui que ce soit l'année dernière non plus. J'ai souri, j'ai laissé mon sac cadeau et je suis parti discrètement en voiture. 30 minutes plus tard, j'ai reçu un appel du fleuriste, annulation confirmée. Puis de la banque, accès au compte joint supprimé. Puis la discussion de groupe familial a explosé avec des messages comme « Pourquoi ferais-tu ça ?» J'ai souri et j'ai répondu. Après tout ce qu'ils ont dit, je me suis senti comme un échec. Non pas parce que je n'avais pas essayé. J'ai réfléchi de manière obsessionnelle à chaque détail pendant des semaines, quoi porter, quoi apporter, comment me comporter. Je me suis dit que ce qui s'était passé l'année dernière n'avait pas d'importance. Que peut-être il s'était adouci. Que peut-être si je leur montrais que j'étais toujours prêt à faire partie de leur vie, quelque chose changerait. Je me trompais. Je suis arrivé devant leur maison 1 heure en avance, je me suis garé un peu plus loin dans la rue comme si j'étais un invité plutôt que leur fils, et je suis resté assis dans la voiture à répéter comment j'allais dire bonjour. C'était leur 31e anniversaire cette fois-ci. Rien d'extravagant comme la fête de l'année dernière, mais il y aurait quand même du monde, quelques dizaines d'invités, de la famille, des amis, des gens de l'église, quelques voisins, et moi techniquement invité, mais pas le bienvenu. L'année dernière, ils ont célébré sans moi. Je n'ai pas été laissé de côté, j'ai été complètement exclu. Ils n'ont même pas essayé de l'expliquer avant des semaines plus tard, lorsque ma mère m'a dit qu'ils voulaient juste la paix ce soir-là. Quand j'ai insisté, elle a finalement admis que cela avait été délibéré. Cette conversation m'a marqué pendant des mois. Je ne suis pas rentré à la maison pour Thanksgiving ou Noël. Personne n'a appelé. Alors cette année, quand l'invitation est finalement arrivée via un courriel transféré, même pas un message direct, j'ai hésité. Mais j'y suis quand même allé. Je suis arrivé avec un sac cadeau soigneusement préparé, rempli de choses que je savais qu'ils aimeraient, des cadeaux personnalisés, des choses réfléchies, le genre de choses qui demandent du temps et des efforts. J'ai dépensé environ $1000 non pas pour acheter de l'amour, mais pour essayer de leur montrer qu'ils comptaient toujours, même si je n'étais pas sûr de compter pour eux. Je suis entré dans la cuisine où ma mère tranchait des légumes. Elle n'a pas levé les yeux. « Tu n'aurais pas dû venir », a-t-elle dit. Juste comme ça. Mon père, toujours avec son tablier, a gloussé. Ce n'est pas comme si tu avais manqué à qui que ce soit l'année dernière non plus. Ils n'ont même pas fait semblant. Pas devant moi. Pas même quand j'ai tendu le sac cadeau et dit « Joyeux anniversaire ». Pas de « merci ». Pas de contact visuel. Juste le silence. Alors, j'ai fait demi-tour et je suis sorti. J'ai traversé la salle à manger, j'ai vu les invités arriver au compte-gouttes, certains déjà assis avec des verres, d'autres demandant où j'allais, et d'autres encore qui ne faisaient que me fixer. Mon oncle a jeté un regard vers la cuisine, puis m'a regardé avec cette expression perplexe, comme s'il savait que quelque chose n'allait pas mais ne voulait pas s'en mêler. Mes parents sont restés où ils étaient. Ils ne m'ont pas poursuivi, n'ont expliqué à personne pourquoi je partais 5 minutes après mon arrivée. J'espère que quelqu'un a posé la question. J'espère qu'ils se sont sentis mal à l'aise en essayant de répondre. Je suis retourné dans la voiture et je suis resté assis là, les mains sur le volant, pendant un long moment. Sans conduire, juste en pensant. Non pas à l'embarras qui était désormais le leur, mais à tout le temps et l'énergie que j'avais gaspillé pour des gens qui, de toute évidence, s'en fichaient. Puis j'ai ouvert mon téléphone. Je n'ai même pas hésité. D'abord, j'ai annulé le bouquet prévu pour arriver le lendemain matin. Des lys blancs et des orchidées bleues dans un vase en cristal. Ça m'avait coûté plus de $200. Disparu. Ensuite, je me suis connecté à l'application de la banque. Le compte joint auquel ils avaient accès depuis près de 2 ans, supprimé. Ce n'était jamais censé être une bouée de sauvetage, mais c'est ce que c'était devenu. $3000 par mois, couvrant discrètement leurs factures, leurs courses, leurs abonnements de streaming. Le loyer de ma sœur dans une autre ville. Ils n'ont jamais dit merci une seule fois. Quelques minutes plus tard, les confirmations sont arrivées. Fleuriste, annulation confirmée. Banque, accès au compte joint supprimé. Puis la discussion de groupe s'est enflammée comme une alarme incendie. Pourquoi ferais-tu ça? Tu es sérieux en ce moment? Tu viens de mettre tes parents dans l'embarras devant tout le monde. Et finalement, celui qui m'a fait éclater de rire dans la voiture, quel genre de fils fait ça le jour de leur anniversaire? J'ai tapé une seule phrase.
Vous avez dit que vous vous portiez mieux sans moi. Maintenant, vous allez pouvoir le prouver. Puis j'ai éteint mon téléphone, j'ai quitté leur quartier et je n'ai pas regardé en arrière. C'était la première fois depuis des années que je ne me sentais pas coupable de me faire passer en premier. Je pensais qu'après ce que j'avais dit, ils se tairaient, peut-être qu'ils bouderaient pendant une semaine ou deux et panseraient leur plaie comme ils le faisaient toujours quand les choses n'allaient pas dans leur sens. Je ne m'attendais pas à ce qui allait suivre ni à la rapidité, ni au désespoir. Le temps que je me gare chez moi et que j'entre, mon téléphone sonnait sans arrêt. 6 appels manqués, 2 messages vocaux, tous de mes parents. Je n'ai répondu à aucun. Je me suis assis sur le canapé, j'ai enfin expiré et j'ai laissé le silence s'installer. Pour une fois, personne n'était là pour déformer mes paroles, me culpabiliser ou me dire que j'imaginais des choses. J'ai ressenti quelque chose d'étrange. Je pense que c'était du soulagement, mais ça n'a pas duré longtemps. À 20h13, ma sœur, Cathy, a envoyé un texto, et, que s'est-il passé? J'ai fixé l'écran une seconde. Puis un autre est arrivé. Je viens de recevoir une notification que mon paiement de loyer a échoué. Je pensais que papa s'en occupait. Voilà, le dénouement. Cathy ne savait pas que l'argent venait de moi. Je ne le lui avais jamais dit. Il y a 1 an et demi, quand elle m'a appelé en pleurant après que maman lui ait dit qu'elle devait se débrouiller toute seule, j'étais intervenu. J'avais appelé le propriétaire, payé 3 mois à l'avance et discrètement lié son appartement au compte joint que je laissais nos parents utiliser. Ils lui ont fait croire que c'était eux qui aidaient. Maintenant, le mensonge s'était effondré en une nuit. Je ne lui ai pas répondu tout de suite. Je ne savais pas comment. Je ne voulais pas qu'elle soit prise au milieu, mais elle y était déjà, que ça me plaise ou non. Un peu après 22h, mon père a laissé un message vocal. J'ai failli ne pas l'écouter, mais je l'ai fait. Et je n'oublierai jamais le changement dans sa voix. D'accord, tu as marqué ton point, a-t-il dit. Mais il ne s'agit pas seulement de nous. Tu as blessé ta sœur. Tu as fait une scène devant tout le monde. Tu as mis toute la famille dans l'embarras. Tu penses que nous couper les vivres est une sorte de victoire? Puis il a fait une pause. Tu veux jouer à ce jeu? N'oublie pas qui t'a tout donné. Cette phrase m'a marqué. M'a tout donné. Comme si je ne couvrais pas leurs factures depuis près de 2 ans. Comme si je n'avais pas pris le relais chaque fois qu'ils étaient en retard sur quelque chose en prétendant que c'était juste une chose temporaire. Je n'ai pas répondu. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec quelqu'un qui frappait à la porte. Je n'attendais personne, alors j'ai d'abord regardé par le Judas. C'était Cathy. Elle avait l'air épuisée, pâle, les cheveux attachés à la hâte. Elle n'a même pas attendu une invitation, elle est passée devant moi et est entrée dans l'appartement comme si elle avait retenu son souffle tout le long du trajet. J'ai dû conduire 3 heures parce que personne ne voulait rien me dire, a-t-elle dit. Elle ne s'est même pas assise. Tu n'avais pas besoin de faire ça. Tu as annulé le paiement du loyer? Oui, ai-je dit. Je n'annule pas ton soutien, juste leur accès. Elle a cligné des yeux. Attends, quoi? Je lui ai dit la vérité. Toute la vérité. Que c'était moi qui payais, que je n'avais pas voulu qu'elle se sente redevable, qu'il l'avait laissé croire que c'était eux parce que ça leur donnait une bonne image. Elle s'est assise, silencieuse. Alors, tous ces messages de merci que j'ai envoyés à maman. J'ai hoché la tête. Je les ai vus dans la discussion de groupe familial. Elle avait l'air nauséeuse. Je me suis assis en face d'elle. Écoute, je vais continuer à t'aider directement, pas par leur intermédiaire. Mais j'en ai fini de jouer au bon fils pour des gens qui me détestent sauf si je suis utile. Elle est restée silencieuse un moment. Puis elle a dit, ils vont s'en prendre à toi violemment. Je sais. Et ils l'ont fait. Le reste de la journée a été une tempête qui s'est formée lentement. Ma mère m'a envoyé un long message sur le fait qu'elle avait tout abandonné pour nous. Mon père a écrit quelque chose sur la trahison et les liens du sang. Ma tante m'a aussi envoyé un texto, s'il te plaît, reconsidère ta décision avant de couper les ponts complètement. Puis est venu le vrai retournement de situation. Ce soir-là, ma mère a appelé Cathy. Elle ne savait même pas que j'étais dans la pièce quand Cathy a répondu. Nous sommes désolés, a dit maman. Dis à Andrew de passer demain. Nous voulons juste parler. Cathy m'a regardé. Je pouvais l'entendre dans sa voix. Elle voulait les croire, mais j'ai juste hoché la tête.
Je savais déjà que ce ne serait pas ce qu'ils prétendaient. Elle leur a dit que je viendrais, et je l'ai fait. Je savais que ce ne seraient pas des excuses, pas des vraies. Ils ne s'excusent pas. Ils ajustent leur ton quand cela leur est bénéfique. Ils recadrent l'histoire pour se faire passer pour des pacificateurs, mais ce mot désolé n'habite pas dans cette maison. Pourtant, j'y suis allé. Cathy m'a appelé le matin. Elle a dit qu'il voulait parler, qu'il se sentait mal. Elle semblait pleine d'espoir, ou peut-être juste fatiguée. Fatiguée d'être au milieu. Ils veulent arranger les choses, a-t-elle dit. Bien sûr, lui ai-je dit. Voyons ce que ça signifie pour eux. Je suis entré dans l'allée juste après midi. C'était calme. Trop calme. Pas d'invités, pas de bavardage. Les voitures étaient parties, mais pas l'attention. Cathy a ouvert la porte avant que je ne frappe. Elle avait l'air nerveuse. Ils attendent dans le salon, a-t-elle dit. Je suis entré. Même maison, même odeur, même lourdeur. Ils étaient tous les deux assis sur le canapé, raides comme des acteurs attendant que le rideau se lève. Mon père m'a fait ce faux sourire contenu qu'il utilisait quand il voulait paraître raisonnable devant des étrangers. Ma mère fixait la table basse comme si elle répétait son texte dans sa tête. Je me suis assis en face d'eux. Je n'ai pas dit un mot. Ma mère a parlé la première. Nous avons eu le temps de réfléchir, a-t-elle dit. Et peut-être que nous n'avons pas géré les choses aussi gentiment que nous aurions dû, surtout un jour comme hier. Mon père a repris là où elle s'était arrêtée, comme s'ils avaient répété. Tu as toujours été émotif, Andrew. Nous comprenons ça. Mais il y a une façon de résoudre les choses sans tout détruire. J'ai attendu. Sortir comme ça, a-t-il continué, ça nous a humiliés devant tout le monde. Tu penses que ça n'a pas fait mal? Voilà. Le cœur du problème. Pas la façon dont ils m'ont traité. Pas ce qu'ils ont dit. Juste l'image que ça donnait aux autres. Ce qu'ils ont ressenti quand les chuchotements ont commencé, quand les gens ont demandé où j'étais allé, pourquoi j'étais parti. C'était ça la vraie blessure. Ils avaient une mauvaise image. Je n'ai rien dit, j'ai juste écouté. Ma mère s'est agitée sur son siège. Nous savons que les choses n'ont pas été parfaites, mais que tu annules ce compte, ça ne nous a pas seulement affectés. Tu sais que ta sœur a besoin de l'argent de ce loyer. C'est à ce moment-là que Cathy est entrée. Ses yeux étaient rouges, son visage marbré de larmes. Elle s'est assise à côté de maman, m'a regardé directement et a dit, je ne veux juste pas que ça détruise tout. J'ai déjà l'impression que tout s'effondre. Je me suis tourné vers elle. Tu ne devrais pas être ici en ce moment. Elle a cligné des yeux. Quoi? Cette conversation ne te concerne pas. Je t'ai déjà dit que je couvrirais ton loyer. Je ne vais pas te laisser souffrir pour leurs erreurs. Mais ne les laisse pas t'utiliser comme un pion. C'est de ça qu'il s'agit. Elle a baissé les yeux, silencieuse. Mon père s'est penché en avant. Tu te crois au-dessus de cette famille maintenant? Tu ne saurais pas où tu es sans nous. Tu penses que ton succès est juste sorti de nulle part? Non, ai-je dit. Je suis arrivé où je suis en faisant le contraire de tout ce que vous m'avez appris. Il s'est levé d'un coup. Ne pousse pas le bouchon. Tu penses que couper l'argent te donne du pouvoir? Nous pouvons parler aussi. Les gens nous écoutent. Ne crois pas que ton travail est si sûr que tu ne peux pas être touché. Je me suis levé aussi. J'ai travaillé trop dur pour arriver où je suis pour avoir peur de deux manipulateurs au chômage qui n'ont rien à perdre. Ma mère a semblé choquée pendant une seconde. Juste une seconde. Et puis furieuse. Tu te crois meilleur que nous, a-t-elle dit. Après tout ce que nous avons fait? Vous n'avez pas élevé un fils. Vous avez élevé un compte en banque, ai-je dit. Et maintenant, le compte est fermé. Cathy s'est levée, s'est éloignée tranquillement d'eux, plus près de moi. C'était le premier signe qu'elle voyait peut-être elle aussi ce qu'ils étaient vraiment. Je me suis tourné vers la porte. Mon père a crié derrière moi, tu le regretteras, Andrew. Mais je ne me suis même pas arrêté. J'ai de nouveau quitté cette maison. Cette fois, ni en colère, ni confus, juste fini. Plus tard dans la nuit, Cathy m'a de nouveau envoyé un texto. Une seule ligne. Tu avais raison. Je ne le voyais pas avant. Je lui ai dit que je commencerais à envoyer le loyer directement à son propriétaire et de ne pas s'inquiéter de devoir traiter avec eux.
Je ne la laisserai pas tomber avec eux, mais je ne reviendrai pas. Cette même nuit, mon oncle a appelé, a laissé un message vocal, a dit qu'ils étaient dévastés, que j'étais cruel, que je devais prendre mes responsabilités et arranger ça. J'ai bloqué son numéro. Mes parents ne faisaient que commencer. Quand la culpabilité cesserait de fonctionner, ils passeraient à leur prochaine stratégie. La manipulation n'était que la première phase. Je savais ce qui allait suivre. Je m'attendais à quelques jours de silence après ça. Mais moins de 24 heures plus tard, j'ai reçu une lettre. Pas un texto, pas un appel, une lettre. Une enveloppe imprimée livrée à mon appartement. Pas d'adresse de retour, juste mon nom en écriture cursive soignée. Je l'ai ouverte lentement, sachant déjà que ce ne serait pas agréable. À l'intérieur se trouvait une lettre de 2 pages dactylographiée. Le ton de mon père était froid, répété. Il disait qu'ils envisageaient des options légales pour recouvrer les contributions familiales faites au cours des 2 dernières années. Il listait des choses que j'avais payées comme si c'était des dettes que je leur devais maintenant, le loyer de ma sœur, une réparation de toit que j'avais payé, les courses, même les soins dentaires de mon père. Il terminait par « Tu as fait un choix. Nous aussi. » Je suis resté là à la regarder, même pas en colère, juste stupéfait de voir jusqu'où ils étaient prêts à aller. Ils essayaient de renverser toute la situation et de se peindre comme des victimes de mon abus financier. Ça aurait été risible si ce n'était pas si délibéré. J'ai scanné la lettre et l'ai envoyée à un ami avocat. Il l'a lu et m'a appelé 5 minutes plus tard. C'est absurde, a-t-il dit. Mais c'est aussi calculé. Ils veulent t'ébranler, te faire paniquer. Ils essaient de me tendre un piège, ai-je dit. Exactement. Ignore-la. S'ils déposent réellement quelque chose, je m'en occuperai. Mais ne réponds pas. Ils espèrent que tu le feras. Cette même nuit, j'ai reçu un texto de Cathy. Ils viennent de me dire que tu voles la famille. Ils racontent à tout le monde que tu as vidé leur fonds de retraite. J'ai ri, non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était d'une méchanceté caricaturale. Je n'avais pas touché un centime de leur argent. Ils n'ont jamais eu de fonds de retraite. Le seul argent qui entrait venait de moi. Mais ça n'avait pas d'importance. Ils réécrivaient déjà l'histoire. Et puis quelque chose s'est produit auquel je ne m'attendais pas. Cathy est revenue. Mais cette fois, elle n'était pas seule. Elle a amené mon cousin, Evan. Je ne l'avais pas vu depuis plus d'1 an. Nous n'étions pas particulièrement proches en grandissant, mais il avait toujours été l'un des rares membres de la famille qui ne jouait pas le jeu du drame. Il se tenait à ma porte, tenant un dossier marron et l'air sérieux. « Je pense que tu dois voir ça », a-t-il dit. À l'intérieur se trouvaient des captures d'écran, des notes et des courriels. Il avait été à la fête d'anniversaire et, apparemment, après mon départ, il avait entendu bien plus que je ne l'avais réalisé. Ma mère était allée de pièce en pièce, racontant à différents invités une version légèrement différente de ce qui s'était passé. À l'un, elle a dit que j'avais refusé de continuer à aider et que j'avais piqué une crise. À un autre, elle a laissé entendre que j'utilisais le compte joint pour les contrôler, suggérant que j'avais menacé de retenir les fonds auparavant. Evan avait discrètement rassemblé toutes les pièces du puzzle. Il avait des enregistrements, des textos. Assez pour prouver que ce n'était pas moi qui mentais. Je ne savais pas quoi faire de tout ça, a-t-il dit. Mais je me suis dit que tu pourrais savoir. J'ai pris le dossier. Je n'avais même pas encore de plan, mais le simple fait de savoir que je l'avais et des preuves suffisait pour l'instant. Ce week-end-là, mon père a de nouveau essayé d'appeler. J'ai refusé. 1 heure plus tard, Cathy m'a envoyé une capture d'écran d'une publication Facebook que ma mère avait faite publique. Pas juste quelque chose de vague et passif-agressif. Elle a carrément écrit un monologue complet sur la façon dont leur fils unique s'était retourné contre la famille et comment il luttait maintenant pour survivre sans l'argent qu'il leur avait arraché. La publication a reçu des j'aime, des commentaires de sympathie, des prières. Il se donnait en spectacle publiquement. Alors, j'ai posté une seule phrase en dessous. Devrais-je commencer à publier les preuves ou préférez-vous que je vous les livre en personne ? 5 minutes plus tard, elle a supprimé la publication. La discussion de groupe est devenue silencieuse. Evan m'a envoyé un texto. Eh bien, ça les a fait taire. Mais je savais mieux. Ce n'était pas fini. Loin de là. Ils avaient perdu le soutien financier, mais pas la soif de contrôle. Et je venais de leur faire comprendre que je ne reviendrais pas.
Après que le coup de théâtre sur Facebook a échoué, les choses sont redevenues calmes. Mais ce n'était pas le genre de calme auquel on peut se fier. C'était la pause entre une étincelle et l'explosion. À ce stade, presque tous les membres de la famille avaient choisi leur camp. Quelques-uns m'ont contacté en privé pour dire qu'ils comprenaient, mais ils enchaînaient toujours avec quelque chose comme « peut-être qu'il est temps de laisser tomber » ou « la famille, c'est la famille ». Ce qu'ils voulaient dire, c'était « retourne Y, tais-toi, laisse-les gagner ». Puis est arrivé le message vocal. Je me suis réveillé avec un mardi matin. Un numéro bloqué. Je n'allais pas l'écouter, mais quelque chose m'a dit de le faire. C'était ma mère, en larmes. Vrai ou fausse, je ne pouvais pas le dire. Elle parlait lentement, comme si elle voulait que chaque mot ait un impact. Tu as gagné. D'accord, a-t-elle dit. Nous avions tort. Je le vois maintenant. Je ne veux pas que ça dure éternellement. Nous voulons juste retrouver notre famille. S'il te plaît, passe ce soir. Juste pour nous parler. Sans cris, sans reproches. Nous voulons juste arranger les choses. Je l'ai écouté 2 fois. C'était la première fois qu'elle disait « nous avions tort ». Jamais. Je me suis dit que je ne tomberais pas dans le piège, mais une partie de moi avait besoin de l'entendre. Alors, j'ai appelé Cathy. Elle ne semblait pas convaincue non plus. Si tu y vas, j'irai avec toi. Alors, nous y sommes allés ensemble. Même maison, même salon, mais cette fois sans invité, sans faux sourire, juste assis en face de nous à nouveau. Ma mère s'est levée quand nous sommes entrés. Mon père est resté assis, les bras croisés, la mâchoire serrée. Nous voulons passer à autre chose, a dit ma mère. Nous sommes fatigués de toute cette haine. Je les ai regardés. Vous êtes sûr que ce n'est pas juste parce que l'argent est parti? Elle a tressailli. Ce n'est pas juste, n'est-ce pas? Puis est venu le retournement de situation. Mon père s'est penché en avant et a dit, et si on te faisait copropriétaire de la maison, légalement? C'est ce qui est juste. Tu as tellement aidé. Je me suis figé. Ça semblait presque généreux. Trop généreux. Puis j'ai réalisé que ce n'était pas une offre. C'était un appât. Ils ne me donnaient rien. Ils essayaient de me lier à la maison, à eux, légalement, financièrement, de manière permanente. Ils avaient trouvé une nouvelle laisse déguisée en récompense. Cathy m'a regardé, puis s'est tournée vers eux. Ce n'est pas ce dont il a besoin. Nous essayons juste de montrer de la bonne volonté, a dit ma mère. Il dit que nous ne l'avons jamais apprécié. C'est notre façon de montrer que si. Et si je dis non, ai-je demandé. Mon père a haussé les épaules. Tu diras non parce que tu veux jouer la victime. Tu l'as toujours fait. Voilà. La vérité à nouveau. La fissure dans le masque. Je ne prendrai rien de vous, ai-je dit. Ni la maison, ni vos excuses, ni votre culpabilité. Tu reviendras en rampant, a dit mon père. Non, ai-je dit. Vous venez de perdre votre dernière chance. Je me suis levé. Cathy a suivi. Je continuerai à t'aider, lui ai-je dit. Mais pas par leur intermédiaire. Plus jamais. Elle a hoché la tête, les yeux grands ouverts mais calmes. Je pense que c'est à ce moment-là qu'elle a enfin, vraiment choisi son camp. Nous sommes sortis ensemble. Dehors, elle m'a attrapé le bras. Tu en as fini, n'est-ce pas? Oui, ai-je dit. Pour de bon cette fois. Elle s'est éloignée de leur influence une semaine plus tard, a officiellement changé son adresse postale. J'ai commencé à lui virer $900 par mois directement, et elle m'a envoyé un message qui m'a presque brisé. Tu es le seul en qui je peux avoir confiance. Tu es le meilleur frère que j'aurais pu demander. Mes parents ont essayé encore quelques fois, des courriels, des messages par l'intermédiaire de parents, même une tentative peu convaincante de signaler une fraude sur le compte joint fermé. Ça n'a pas marché. Ils ont arrêté quand ils ont réalisé qu'ils n'avaient plus rien à prendre. Pas d'argent, pas de pouvoir, pas de fils. Cela fait 4 mois que je suis sorti de leur maison pour la dernière fois. Depuis, pas un mot de l'un ou de l'autre. Pas d'appel, pas de courriel, pas de lettre déguisée en bombe de culpabilité. La discussion de groupe n'a pas émis un son. J'avais presque oublié son existence. Au début, le silence semblait étrange, comme le calme inquiétant après une tempête quand on attend que quelque chose d'autre se brise.
Je continuais de vérifier ma boîte de réception, m'attendant à un dernier rebondissement dramatique, une lettre d'avocat, une accusation folle, une nouvelle tactique de manipulation. Mais rien n'est venu. Et lentement, le silence a cessé de ressembler à un avertissement. Il a commencé à ressembler à de la liberté. Je dors mieux, je ne me réveille plus avec ce poids sur la poitrine, me demandant quelle crise on me demandera de financer ou quelle faveur sera présentée comme une obligation. Je rentre chez moi en paix maintenant. Pas de stress, pas de chaos, pas le bourdonnement constant du ressentiment qui s'accumule en arrière-plan. L'ancien compte joint reste inactif, intact. Je le vérifie parfois par habitude, m'attendant à moitié à voir une nouvelle tentative d'y accéder, mais il reste gelé, comme un coffre-fort menant à une vie que je ne vis plus. Cathy va mieux aussi. Beaucoup mieux. Elle a finalement admis qu'elle avait retenu son souffle pendant les 2 dernières années, toujours inquiète des conditions attachées à tout ce qu'il lui donnait. Maintenant que l'argent vient directement de moi, sans poser de questions, elle est plus calme, plus légère, différente. Elle a emménagé dans un nouvel appartement il y a 2 semaines. Je l'ai aidée à monter des cartons sur 3 étages et je l'ai regardée ouvrir sa nouvelle porte d'entrée comme si elle lui appartenait vraiment. Pas de fantôme derrière. Pas de parents menaçant de l'utiliser comme moyen de pression. Elle m'a envoyé un message vocal ce soir-là. Sans scénario, sans faux semblant. Tu es le seul qui ne m'ait jamais utilisé, a-t-elle dit. Tu aurais pu me laisser croire à leurs mensonges pour toujours. Tu ne l'as pas fait. Tu as dit la vérité et tu n'as jamais cessé d'aider. Tu es ma famille maintenant. Tu l'as toujours été. Ça m'a touché plus que je ne l'aurais cru. Je lui ai dit qu'elle était libre maintenant, elle aussi. Elle m'a cru cette fois. Mais juste au moment où je pensais que les choses s'étaient calmées, quelque chose d'inattendu s'est produit. Une connaissance commune, quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis le lycée, m'a envoyé un message direct sur Instagram. Il a dit qu'il avait croisé mes parents lors d'un petit événement à quelques villes de là. Rien d'extraordinaire, juste un truc local. Mais apparemment, il racontait aux gens qu'ils n'avaient pas de mes nouvelles depuis des mois, et qu'ils étaient profondément inquiets, que j'avais coupé tout contact sans avertissement, et qu'ils craignaient que je ne sois impliqué dans quelque chose d'instable. Il répandait à nouveau des rumeurs. Des rumeurs discrètes, subtiles. Je n'ai pas répondu. Je me fichais de ce que les voisins croyaient. Mais j'ai quand même fait une capture d'écran du message et je l'ai enregistré, au cas où. Parce que les gens comme eux n'arrêtent jamais d'essayer de contrôler l'histoire, même quand ils ont perdu leur public. Pendant ce temps, j'ai commencé à planifier quelque chose de nouveau, un déménagement hors de l'État. Quelque chose de neuf, assez loin pour que même les rencontres accidentelles deviennent impossibles. Je ne l'ai encore dit à personne, pas même à Cathy. Mais je le ferai. Parce que l'étape finale pour lâcher prise n'est pas seulement de fermer la porte derrière soi. C'est de s'éloigner suffisamment pour ne plus entendre les coups. Et cette fois, je ne regarderai pas en arrière.